nous en étions à réfléchir autour de la problématique de la philosophie en général, de ce qu'elle est, de ce qu'elle n'est pas, à partir d'un travail de comparaison entre la philosophie et les autres modes de connaissance, en particulier les rapports qu'elle entretient avec la science, avec la religion et avec le mythe. Ayant donc bouclé ce domaine numéro 1, nous allons ouvrir ensemble les pages de ce vaste champ qui est celui du domaine numéro 2 et qui porte sur la vie sociale. Et en disant que nous ouvrons les pages de ce domaine numéro 2 qui porte sur la vie sociale, il va de soi que la question souterraine, mais qui va traverser tout le développement, c'est la question qui se rapporte à l'homme lui-même. Une manière de vous dire que tout au long de ce domaine numéro 2, il sera question d'examiner les différents aspects de la vie sociale. Et en parlant des différents aspects de la vie sociale, la centralité, bien sûr, se trouve au niveau de l'homme. Autant vous dire que la question implicite et même explicite à laquelle répondent toutes les leçons de ce domaine numéro 2 n'est autre que la question « qu'est-ce que l'homme ?» Naturellement, les réponses que nous apporterons à cette question vont varier en fonction de l'angle sur lequel on envisage cette réalité complexe, indéfinissable et insaisissable appelée l'homme lui-même. Dans le premier cours intitulé « Nature et culture », dans ses sous-parties telles que le travail, telles que le langage, au niveau du cours sur l'État, au niveau du cours sur conscience-inconscient, au niveau du cours sur la liberté, il s'agira encore de tenter de cerner les facettes multiples, contradictoires et complexes de cette réalité appelée homme. Commençons par la porte d'entrée du domaine numéro 2, nature et culture. Nature et culture, déjà l'intitulé du cours trahit une réponse à notre question initiale, la question « qu'est-ce que l'homme ?» Une manière de dire dans ce cours-là, nous le verrons à la fin, que l'homme ne se définira ni par la seule nature, ni par la seule culture, mais vous l'aurez compris, il se définira comme le réceptacle d'influence relevant aussi bien du naturel que du culturel, de l'inné, de l'acquis, du biologique, mais également du social. Qu'est-ce que la nature? Qu'est-ce que la culture? Commençons par le premier terme, qu'est-ce que la nature? Vous le savez très bien, c'est un terme par définition polysémique, susceptible de 1000 compréhensions, mais nous n'en retiendrons que les compréhensions proprement philosophiques et qui seront aptes à éclairer nos développements ici. Dans un premier sens, la nature peut désigner le milieu physique extérieur, l'ensemble des réalités matérielles qui environnent véritablement l'être humain. Dans ce cas-là, on dira que le mot nature renvoie au cadre de vie, à l'environnement physique et matériel dans lequel l'homme vit. Il s'agira de tout véritablement ce qu'il y a en dehors de l'homme lui-même. Dans un second sens, on pourra définir la nature, non pas comme la nature hors de nous, mais cette fois-ci comme la nature en nous. Et la nature en nous va renvoyer simplement à l'ensemble des traits héréditaires, à ce qui représente le patrimoine génétique de l'homme, bref, à tout ce qu'il tient de l'hérédité et ce qu'il tient de l'inné. Il y a un troisième sens qu'on pourrait retenir qui apparaît dans l'expression nature humaine. Dans l'expression nature humaine, le mot nature désigne l'essence de l'homme. L'essence de l'homme, c'est ce qu'il a en propre, et que ce que l'homme a en propre, ce n'est que la raison qui le distingue justement des autres animaux. On retiendra, au terme de cet exercice définitionnel, que tout ce qui est naturel relève véritablement de l'inné, par opposition, comme on le verra, à ce qui est culturel et qui relève non pas de l'inné, mais simplement de l'acquis. Rappelez-vous, en parlant de l'inné, Edgar Morin, sociologue, philosophe français, disant que la nature désigne tout ce qui se transmet par hérédité biologique. Et lorsque Edgar Morin définit la nature en disant c'est tout ce qui se transmet par hérédité biologique, il est en train de montrer que la nature est de l'ordre de la fixité. La culture est également un terme polysémique, mais nous retiendrons que les sens proprement philosophiques. Le premier sens, celui qu'on emprunte à cet auteur anglais Francis Bacon, et qui définit la nature, qui définit plutôt la culture, mais comme tout ce que l'homme ajoute à la nature. Une manière de dire simplement, lorsque Francis Bacon, philosophe anglais du XVIe siècle,
dit de la culture qu'elle désigne tout ce que l'homme ajoute à la nature, mais comprenez par là tout ce qui résulte de l'activité humaine de transformation de la nature. J'ai envie de dire ce qu'on appelle le monde humain, autrement dit l'ensemble des outils et des objets fabriqués par l'homme lui-même. L'autre sens que l'on peut donner au mot culture et qui est son sens anthropologique, c'est au sens où la culture désignerait ce que les Américains appellent way of life, ça veut dire simplement le mode de vie d'un peuple donné. En ce sens-là, on pourra définir la culture en disant, mais c'est l'ensemble des valeurs morales, matérielles, spirituelles, propres à une communauté humaine donnée et à un moment précis de son évolution. Pourquoi il est nécessaire d'ajouter à un moment précis de son évolution? Mais vous le savez, parce que les valeurs, elles sont dynamiques, elles sont évolutibles et elles échappent justement à la fixité. Et c'est pourquoi, autant nous avions dit tout ce qui relève du naturel est inné, j'ai envie d'ajouter universel, vous comprendrez que tout ce qui relève du culturel sera acquis et relatif. C'est pourquoi Edgar Morin, que nous avons cité tout à l'heure, il dira, je le quitte, la culture s'apprend, se réapprend, se transmet, se retransmet d'une génération à l'autre par le biais de l'éducation. Fin de citation. Et lorsque ce même Edgar Morin dit que la culture, elle s'apprend, se réapprend, se transmet, se retransmet d'une génération à l'autre par le biais de l'éducation, c'est une manière de dire quoi? Que ce n'est que par l'éducation justement que l'homme peut échapper à la nature pure pour s'inscrire dans le registre du culturel, c'est-à-dire dans le registre du proprement humain. Ce qui nous permet de dire, pour aller très vite, qu'il y a en philosophie un concept opératoire, celui de l'idée d'un état de nature qui serait antérieur à un état civil et culturel. Cette hypothèse de l'état de nature étant développée par tous les philosophes du jus naturalis, le droit naturel, tels que Rousseau, tels que Hobbes, tels que John Locke, tels que Pufendorf, qui considèrent qu'avant que l'homme ne vive sous le règne de la culture dans une société organisée avec des normes, des valeurs et des règles, ils auraient vécu dans un état dit de nature. L'état de nature donc n'aurait qu'une valeur hypothétique. Ce n'est qu'un concept opératoire permettant de comprendre les mutations, mais que l'homme s'est infligé lui-même par le biais de la culture. Rousseau le précise, cette valeur hypothétique de l'état de nature, en disant, je le cite, Jean-Jacques Rousseau, philosophe français du siècle des Lumières, celui qui est l'auteur de votre ouvrage que vous avez au programme et qui s'appelle Du contrat social. C'est lui qui disait, pour montrer que l'état de nature n'est qu'un présupposé méthodologique, que l'état de nature n'est qu'un concept opératoire, que l'état de nature n'est qu'une hypothèse, il disait, l'état de nature n'existe pas, n'a jamais existé et peut-être n'existera jamais. Mais lorsque ce cher Jean-Jacques Rousseau a fini de dire l'état de nature n'existe pas, n'a pas existé et peut-être n'existera jamais, il ajoute, nous avons cependant besoin de nous représenter un tel état pour comprendre comment les hommes sont passés de l'animalité à l'humanité, de la nature à la culture. Sous les traits de Rousseau, l'état de nature est un état dans lequel, il dit, je le cite, l'homme était comme un animal stupide et borné. Et lorsque Rousseau dit à l'état de nature, l'homme était comme un animal stupide et borné, c'était une manière de dire que presque rien ne distinguait de l'homme de l'animal, parce que l'homme était simplement alors un réservoir d'instinct, de pulsions et de désirs, instinct, pulsions et désirs auxquels il donnait une pleine et entière satisfaction. Pourquoi pouvait-il le faire? Parce qu'il pouvait compter sur la générosité et l'abondance de la nature, parce qu'à l'époque, il y avait un équilibre parfait, nous dit Rousseau, entre l'homme et la nature. Ça veut dire quoi? Quand l'homme avait des besoins, la nature, dans sa générosité, lui apportait les moyens de satisfaire ses besoins. Et Rousseau va parler d'un funeste hasard. Ça veut dire quoi? D'un malheureux concours de circonstances par lesquelles rupture de l'équilibre naturel et un nouveau cycle marqué par la pénurie, par le manque, va se substituer à l'état de générosité de l'abondance, faisant que Rousseau dit, je le cite, le genre humain périrait s'il ne changeait de manière d'être. Et lorsque dans cet ouvrage-là, le contrat social, Rousseau dit à un moment donné, le genre humain périrait s'il ne changeait de manière d'être, ça veut dire quoi? Les conditions de vie n'étaient plus réunies à l'état de nature, il fallait que l'homme inventât un moyen de sortir, et quand l'homme se regroupa, il créa la société. Quand il créa la société, il élabora des normes. Avec les normes, il se livra au travail. Avec les exigences de la vie sociale, il inventa le langage, ce qui permit à Rousseau de dire qu'en passant de l'état de nature à l'état de culture, l'homme
cesse d'être un animal stupide et borné pour devenir un être intelligent et créateur. Et lorsque Rousseau dit, quand l'homme passe de l'état de nature à l'état de culture, il cesse d'être, entre guillemets, un animal stupide et borné pour devenir, entre guillemets, un être intelligent et créateur. C'est une manière de montrer quoi? Que c'est dans la culture que l'homme s'affirme le mieux, c'est dans la culture que l'homme s'éduque, que l'homme s'humanise, que l'homme s'épanouit et développe ses différentes aptitudes. Rappelez-vous ce cher philosophe allemand du XVIIIe siècle également, Emmanuel Kant, résumant tout cela en disant clairement, je le cite, par l'éducation, on transforme l'animalité en humanité. Et lorsque ce cher Emmanuel Kant disait, par l'éducation, on transforme l'animalité en humanité, vous comprenez quoi? Que dès le départ, l'homme n'est pas tout à fait humain, il doit apprendre à le devenir. Où est-ce qu'il apprend à le devenir? Dans la vie en communauté. Comment l'apprend-il? Par l'éducation. Qu'est-ce que l'éducation? L'assimilation, l'intériorisation des normes et des règles de la vie sociale. Et donc, on est obligé de dire que quand bien même l'homme est une synthèse d'éléments naturels et d'éléments culturels, si on met ici sur une balance la nature, ici sur une même autre balance la culture, il est clair que la balance, elle va pencher plus du côté culture que du côté nature. Une manière de dire quoi? Que l'homme se définit plus par ce qu'il se fait lui-même que parce que ce que la nature a fait de lui. Ça veut donc dire quoi? À la différence de l'animal, qui n'est que ce que la nature a fait de lui. Et lorsque nous disons qu'à la différence de l'animal, qui n'est que ce que la nature a fait de lui, mais rappelez-vous, le même Jean-Jacques Rousseau, disant, je le cite, si un animal vivait pendant 1000 ans, au bout de la 1000e année, il serait tel qu'il était au premier jour de sa naissance. Fin de citation. Lorsque ce cher Jean-Jacques Rousseau dit que si un animal vivait pendant 1000 ans, au bout de la 1000e année, il serait tel qu'il était au premier jour de sa naissance, c'est une manière de montrer quoi? Qu'entre-temps, l'animal ne se perfectionne pas, il ne s'améliore pas, il est dès le départ ce qu'il est et ne pas être autre chose que ce qu'il est. Or, quelle est donc la qualité par laquelle l'homme va se distinguer de l'animal? Vous le comprenez, cette même qualité que Rousseau appelle la perfectibilité, ça veut dire quoi? La capacité à nier la nature, aussi bien la nature en lui que la nature hors de lui. Et quand l'homme nie ses instincts animaux, quand l'homme transforme le milieu physique extérieur, il s'installe non plus dans le strict naturel, mais il s'installe véritablement dans l'ordre de la culture. Une manière de vous faire comprendre, jeunes gens, que la culture est l'essence de l'homme, que la culture est l'identité générique de l'homme, que la culture est la frontière la plus nette que l'homme puisse tracer et qui le sépare entièrement de l'animal. Là où l'animal n'est que ce que la nature a fait de lui, l'homme, il n'est pas ce que la nature a fait de lui. Il est ce qu'il fait de ce que la nature a fait de lui. Dès le départ, le petit de l'animal est déjà un animal. Le petit de l'homme, dès le départ, il n'est pas humain. Il doit apprendre encore une fois à le devenir. L'animalité, elle est donnée. L'humanité, elle se conquiert et elle s'acquiert. Et c'est pourquoi donc, en disant que l'animalité est donnée là où l'humanité se conquiert, vous avez compris par là que c'est en s'installant dans le règne de la culture que l'homme accède à une humanité véritable. Pourquoi dès qu'il s'installe dans la culture, l'homme accède à une humanité véritable? Mais parce que dans la culture, il s'élève au-dessus du simplement biologique pour atteindre cette dimension proprement humaine, sans laquelle rien ne le distinguerait de l'animal. Et donc, une manière de vous dire que dans nature et culture, même si l'homme, encore une fois, est au milieu, au point de rencontre d'influences multiples et contradictoires, même si, comme nous avons dit dans notre propos inaugural, l'homme, il est entre l'inné et l'acquis, le biologique et le social, le naturel et le culturel, l'homme s'est défini plus, encore une fois, par la culture que véritablement par la nature. D'ailleurs, vous trouverez des auteurs qui vont même récuser l'idée d'une nature humaine, en montrant clairement que l'homme n'a pas de nature. Je me souviens des travaux de quelqu'un qui s'appelle Lucien Malson, auteur du célèbre ouvrage des enfants sauvages. Vous en avez forcément entendu parler si vous avez un peu de culture générale. Cette histoire de Amala et de Kamala, hein, c'est ceux-là, hein, ces enfants qui dès la naissance ont été abandonnés dans un milieu animal vivant parmi des loups. Et il nous dit, Amala et Kamala, à force de vivre parmi les loups, finissent par se comporter comme des loups. Ils vont sauter comme des loups, manger comme des loups, laper comme les loups. Ça veut dire quoi? Que ce n'est que lorsqu'on va les tremper dans une ambiance humaine que Amala et Kamala pourront adopter un comportement humain. La conséquence, vous la tirez de vous-même. Vivant parmi des loups, ces jeunes enfants se comportent comme des loups. Pour manger, ils vont laper comme les loups, crier comme les loups, sautiller comme les loups. Et en les transposant dans un milieu, ils apprennent à devenir humains. Mais ça veut dire très clairement quoi? Que dans la personne
perspective de Lucien Malson, c'est une manière de montrer quoi? Que l'homme est ce que son propre milieu a fait de lui. C'est pourquoi Lucien Malson, anthropologue français, dira que clairement, l'idée de nature humaine, il faut la rejeter. Il dit, je le cite, « C'est désormais une idée conquise que l'homme n'a pas de nature, mais qu'il a, ou plutôt qu'il est histoire. » Et lorsque Lucien Malson disait, « C'est désormais une idée conquise que l'homme n'a pas de nature, mais qu'il a », et il rectifie même en disant, plutôt qu'il est histoire, l'expression que l'homme est histoire signifie quoi? Que c'est le milieu dans lequel l'homme vit qui le détermine, lui imprime les marques de sa propre personnalité. Une façon donc de vous dire très clairement que si l'homme est un être qui est à la croisée des chemins entre l'intérieur et le culturel, il se définit, je le répète pour la millième fois, plus par ce qu'il se fait lui-même, ce qu'il se fait sur lui-même, c'est dans et par la culture. Une manière de montrer que l'ambiance sociale et culturelle, elle est indispensable à l'humanisation de l'homme. Le petit de l'animal, même coupé de la compagnie des autres animaux, sera capable d'adopter le même comportement. Alors que le petit de l'homme, coupé dès la naissance de la compagnie de ses semblables, sera incapable de revendiquer un comportement identique à ses semblables. Je dis très souvent, mais que la jeune fourmi spontanément fait une fourmilière parfaite sans avoir vu les autres à l'œuvre. La jeune abeille spontanément fait une ruche parfaite sans avoir vu les autres à l'œuvre. La jeune termite fera une termitière parfaite spontanément sans avoir vu les autres à l'œuvre. Justement pourquoi? Parce que ce qu'elle fait ne relève pas de l'intelligence, ce qu'elle fait ne relève pas de l'acquisition, mais relève de l'instinct et relève de la spontanéité. Une manière donc de dire quoi? Que dès la naissance, le petit de l'animal est déjà animal, alors que le petit de l'homme, il doit apprendre, comme nous avons dit, à devenir véritable humain, et cela passe par l'éducation, l'assimilation des principes fondamentaux justement de la vie en communauté. Et donc, qu'est-ce que vous retenez dans nature et culture? Que c'est la culture, comme disait l'autre, qui est l'identité générique de l'humanité. Et que cette culture-là, elle exprime la capacité de l'homme à nier ce qu'il y a d'animal en lui, à nier ce qu'il y a de purement naturel et donné brut hors de lui. Et cette double négation que l'homme fait de la nature en lui et de la nature hors de lui, c'est ça qui le définit exactement comme un être pleinement humain et comme nous avons dit, qui trace la ligne de césure nette entre l'homme et l'animal. Rappelez-vous Roger Garaudy, philosophe français, disant, je le cite, Roger Garaudy, que l'animal est un faisceau de questions, de réponses, l'homme est un faisceau de questions. Son action ne s'adapte pas à son milieu, mais elle le transforme. Fin de citation. Lorsque dans son ouvrage, Parole d'homme, Roger Garaudy dit, je le cite, « L'animal est un faisceau de réponses. L'homme est un faisceau de questions. Son action ne s'adapte pas à son milieu. Elle le transforme. » Ça veut dire clairement quoi? Que l'animal, son rapport à la nature est un rapport d'accommodation. Son rapport à la nature est un rapport d'adaptation. Le rapport de l'homme à la nature, c'est quel type de rapport? C'est un rapport de négation, mais c'est un rapport de transformation. Mais je vous ai précisé que l'homme a beau nier la nature, l'homme a beau transformer la nature, il ne la fait pas disparaître. Ça veut dire quoi? La nature subsiste aussi bien en lui que hors de lui, ce qui fait dire à Edgar Morin, que nous avons cité tout à l'heure, que l'homme est un être bioculturel. Ça veut dire quoi? Une synthèse complexe et contradictoire de ce qui relève du naturel, mais également de ce qui relève du culturel.